Il faut absolument faire cette réforme juridique. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelques mois qui donnait le résultat suivant. Environ 70% de la population israélienne n'a plus confiance dans le système juridique. Donc ça veut bien dire que nous sommes dans une crise sans précédent. Alors je vais vous dire même une chose, nous sommes fiers, en tout cas je suis fier moi, de cette Cour suprême et de notre système juridique. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine avec le résultat des dernières élections. La Psikat Taït Gabrout, ou la loi de contournement, est de nouveau à l'ordre du jour politique et juridique. Si cette loi était adoptée, le Parlement pourrait, avec un vote à la majorité simple, annuler une décision de la Cour suprême qui aurait jugé une loi anticonstitutionnelle. Pour certains partis de la nouvelle coalition, cette loi a pour but de contrecarrer les ambitions considérées comme trop militantes ou gauchisante des juges et de la Cour suprême. De leur côté, certains juristes s'inquiètent d'une politisation du système juridique et d'une loi qui pourrait faire tomber tous les outils de contrôle et de surveillance du gouvernement. Alors, véritable catastrophe pour la démocratie israélienne ou processus inévitable pour réduire le pouvoir de la Cour suprême, c'est ce que nous allons essayer de vérifier. C'est le débat en tout cas de cette semaine. Et pour parler, nous sommes très heureux de recevoir le professeur Claude Klein. Professeur Claude Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Jérusalem. Et nous sommes aussi avec Nili Naouri, qui est juriste et présidente de l'association Israel Forever. Nili, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux de participer à ce débat. Je voudrais commencer peut-être avec vous, professeur Claude Klein, pour que vous nous expliquiez déjà un peu, je l'ai expliqué rapidement, mais peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails de cette clause dérogatoire. Hein. On n'a pas trouvé vraiment de terme en français. Oui, c'est surmonté, n'est-ce pas? Les Hitgaber, c'est surmonté. Voilà, donc il s'agit de surmonter un arrêt de la Cour suprême qui aurait déclaré une disposition légale comme inconstitutionnelle. Voilà. Donc c'est une loi qui existe dans certains pays ? Et elle existe, je crois, uniquement au Canada. Ouais. C'est une clause qu'on appelle là-bas la clause non-obstant, c'est-à-dire que dans certains cas, donc lorsque la Cour suprême du Canada a annulé une loi, eh bien le Parlement peut, à certaines conditions très strictes, et seulement pour une période de 5 ans, revoter cette loi. Et elle passerait, et elle serait alors valable pour 5 ans. Mais c'est très, très, très rarement appliqué. Est-ce que, Nili, vous voulez donner votre définition de cette loi ? Cette loi permettrait finalement de respecter ce qu'est la démocratie. Lorsque j'entends certains qui s'opposent à l'élaboration de cette loi, je me demande où sont les chevaliers de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et il est inconcevable que le système juridique, qui n'est pas un système élu par le peuple, ait le dernier mot lorsque la Knesset, qui représente le peuple, légifère une loi. Alors, je pense que vous allez vouloir répondre à ça, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque je suppose que c'est votre avis, en quoi cette loi est dangereuse ? Écoutez, il faut bien comprendre, nous allons prendre un exemple, n'est-ce pas? Nous allons prendre un exemple. Supposez donc une loi dans laquelle il y aurait une disposition jugée inconstitutionnelle, c'est-à-dire, par exemple, contraire à l'égalité, une loi qui donne un grand avantage, par exemple, aux Haredim, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Et comme c'est la loi, par exemple, sur la mobilisation des Haredim. Voilà. Alors, la Cour suprême dit, voilà, c'est tellement contraire. Nous sommes d'accord à ce qu'il y ait certaines considérations favorables aux Haredim, mais les exonérer complètement c'est complètement contraire à tout le principe d'égalité qui existe dans notre société. Alors, voilà, le lendemain, la Knesset se réunit et vote une loi et dit, non, c'est comme ça. Alors, pour aller un peu plus loin et pour vous répondre, madame, je dirais tout simplement ceci, oui, c'est la Knesset qui représente le peuple, n'est-ce pas? Mais il y a dans tous les systèmes juridiques modernes, et y compris maintenant dans le nôtre, une hiérarchie. Et cette hiérarchie des normes, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a des règlements, il y a des lois, et il y a des lois fondamentales, comme une constitution. Et pour modifier la constitution, il faut une majorité spéciale. Alors,
Je serais même prêt à aller dans votre sens en disant oui, on peut avoir une clause de Hitgebrut, on peut l'avoir. Je n'y suis pas totalement opposé, mais pas à la majorité de 61, parce que cette majorité de 61 voix, c'est la majorité du gouvernement. Donc il faudrait une majorité un peu plus élargie, au-delà même de 65, entre 65 et 70. À ce moment-là, on peut dire oui, c'est comme si on veut changer la Constitution. Par exemple, en France, voyez-vous, si... je prends un exemple, bien. Le Parlement avait voté une loi disant que oui, la Corse a droit est une entité particulière, etc. Et le Conseil constitutionnel a dit non, c'est pas possible. La France est une république indivisible. C'était contraire à la Constitution française. Alors, si on l'a pas fait, mais le Parlement aurait très bien pu voter une nouvelle loi, mais il aurait fallu modifier la Constitution à la majorité requise. Voilà. Alors, à la différence près que, et vous le savez autant que moi, Israël n'a pas de constitution. Nous avons effectivement des lois fondamentales, mais cela ne constitue pas une constitution en tant que telle. Et les démocraties se résument au fait que soit il y a des démocraties où effectivement il y a une constitution et les juges ont le droit d'annuler les lois, soit il n'y a pas de constitution et dans ce cas-là, les juges n'ont pas le droit d'annuler les lois. Et d'ailleurs, je vous réfère à la clause numéro 2 de Chok-Yesod HaShvita, la loi fondamentale sur la justice ou la juridiction, je ne sais pas comment exactement le traduire, mais qui dit de manière spécifique qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle sont astreints les juges, c'est la loi. À partir du moment où il n'y a pas dans la loi de droit aux juges d'annuler des lois, certainement pas des lois fondamentales. Donc les juges outrepassent leur autorité et leur pouvoir en décidant que ils peuvent annuler des lois. Et je vous rappelle d'ailleurs que Aaron Barak, le président de l'ancienne Cour suprême, qui a commencé sa révolution il y a une trentaine d'années en déclarant qu'il pouvait faire une interprétation élargie des lois, qu'il pouvait activer un activisme juridique qui lui permettait énormément de liberté concernant les lois, se base sur des lois fondamentales, la loi Chok-Yesod Kvod Adam Vecheruto et Chok-Yesod Chofesh HaIsuk, donc la loi sur les droits fondamentaux et la loi sur la liberté de profession, qui ont été votés à la Knesset avec à peine une majorité de 30 députés. Donc, est-ce que ces lois fondamentales donnent véritablement le pouvoir aux juges d'annuler des lois? Alors, vous avez donné un exemple, je vais vous en donner un autre. Chok HaAsdara, la loi qui était censée légaliser, normaliser toutes les implantations juives qui ont été fondées en Judée-Samarie pendant ces 30 dernières années, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'internet, et on le sait que c'est un danger de mort pour eux de ne pas être reliés et connectés. Eh bien, Chok HaAsdara, cette loi a été annulée par la Cour suprême, alors qu'elle a été décidée au sein de la Knesset et que c'est la volonté du peuple. Il y a énormément d'exemples dans lesquels Ehud Barak s'est octroyé des droits Aaron Barak. Aaron Barak, excusez-moi, s'est octroyé des droits de même décider que, par exemple, un parti arabe qui, dans son programme politique, était contre le fait que l'État d'Israël est un État juif, eh bien, ce n'est pas une raison de le disqualifier des élections. Il faut vraiment qu'il y ait un risque raisonnable que ce programme politique s'applique dans la réalité. Jusqu'où va ce système qui est d'un danger terrible pour notre démocratie? Alors, on va vous laisser répondre, professeur Klein. Juste un mot sur l'activisme juridique d'Aaron Barak, puisque je crois que vous le connaissez bien, je le connais très très bien, et je suis tout prêt à souscrire au moins à une chose, c'est que nous avons une cour activiste. En tout cas, elle l'a été. Elle l'est beaucoup moins dorénavant, mais elle l'a été même un peu
avant Barak. Ça a commencé déjà à l'époque de Shamgar. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple que personne ne cite en ce moment. Je suis très étonné. On parle beaucoup du juge Landau, qui avait protesté en réalité contre cet activisme, en tout cas contre l'intervention de la Cour en matière de loi. Eh bien, figurez-vous que c'est lui qui est le premier à annuler une loi en Israël. Et je vais vous dire quand. En plus, j'y suis allé. C'était le 3 juillet 1969. La Knesset avait voté une loi pour des élections à cette année. Chok HaBchirot Tash'al, c'est-à-dire 1969, la fin de 69. Bon. Et cette loi prévoyait que les partis seraient financés à proportion de leur représentation à la Knesset sortante, et que s'il y avait un nouveau parti qui obtenait des sièges, il n'aurait rien. Voilà, c'est donc un certain monsieur Bergman s'est présenté à la Cour et a dit non, c'est pas possible. Alors Landau a fait une chose tout à fait extraordinaire et qui n'est pas très juste du point de vue théorique, mais je crois que c'est important de le signaler. Il a dit écoutez, moi, je ne veux pas me prononcer sur la question de savoir si les lois fondamentales sont supérieures. Je ne veux pas me prononcer sur la question de savoir si nous avons le pouvoir d'annuler une loi, mais j'annule la loi. Et la loi a été annulée et la Knesset a dû la revoter parce qu'elle était contraire à l'article 4 de la loi fondamentale sur la Knesset qui dit la Knesset est élue au suffrage kacha et égal. Voilà. Donc voilà le début de cela. Alors maintenant je voudrais simplement dire ceci. En fait, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un peu mon parcours, n'est-ce pas ? Je suis arrivé en Israël justement en 68 et puis on m'a dit tu vas enseigner le droit constitutionnel. Alors, bon. On me dit, mais tu sais, il n'y a pas de constitution. Alors je commence à travailler, je vois les lois fondamentales, et puis je vois qu'il y a un débat qui commence dès 1951, avec la décision Harari qui a décidé donc que la première Knesset qui était assemblée constituante, c'était son nom, va transmettre ses pouvoirs. Et on discute. Est-ce que les lois fondamentales sont supérieures ou non aux lois ordinaires ? Et quand je suis arrivé, il y en avait déjà 4. Et il y a des gens qui disaient oui, et des gens qui disaient non. Moi, j'ai dit oui, et j'ai essayé de démontrer que c'était à cause du pouvoir constituant de la première Knesset qui avait été transmis. Eh bien, je peux vous dire une chose, tout le monde a rigolé. Ah, toi, le français, avec vos 17 constitutions en France, tu nous fais rigoler. J'ai dit, bon, on va voir. Hein. Et puis, en 1995, le 7 ou 8 novembre 1995, c'est important, c'est la semaine où Rabin a été assassiné. Exact. Et que tout le pays avait autre chose à faire que de réfléchir aux influences, aux conséquences de cette loi fondamentale. Je vais vous dire, la décision avait été adoptée avant. Elle a été adoptée le 30 octobre. Qu'est-ce que disait cette loi ? Non, ça c'était une loi, il s'agissait des kibbutzim. Les kibbutzim avaient beaucoup de dettes à l'époque, les moshavim et kibbutzim, et cette loi disait que à cause de la situation dans le pays, eh bien, il y a un moratoire pour ces dettes. Alors la Banque Mizrahi, elle s'est adressée en disant, écoutez, vous nous prenez notre argent, là, c'est une atteinte au droit de propriété qui est défini dans la loi. Alors la Cour a fait une chose extraordinaire, c'est ce qu'on appelle un arrêt qui change la jurisprudence, mais un arrêt de rejet. Parce que la Cour a dit, les lois sont supérieures. Nous avons le droit de contrôler la loi, mais dans ce cas-là, on ne le fait pas. Parce que dans ce cas-là, nous estimons que le but de la loi qui a été adoptée est conforme, parce qu'elle a dit ça doit être proportionnel, etc. Donc, c'est une loi... Vous savez bien que dans les verdicts qui sont rendus par la Cour suprême, ça n'est pas véritablement le but final qui est important, mais toute leur explication. Bien sûr. Finalement, dans ce verdict, ils ont posé les jalons de l'autorité de la Cour suprême d'annuler les lois. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Nous sommes sur le plan de la théorie du droit. Nous appartenons au monde de la common law. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, comme aux États-Unis, par exemple, dans la première décision Marbury versus Madison en 1805, le juge Marshall a dit « Nous avons le droit d'annuler des lois ». Mais ça n'est pas dans la Constitution américaine, et ça s'est développé dans le monde anglo-saxon auquel nous appartenons, sur le plan théorique. Eh bien, la Cour, les tribunaux peuvent s'arroger des compétences. Ce n'est que dans le droit continental, comme en Europe, c'est pas possible. En France, pendant longtemps, il n'y a pas eu de contrôle. Il y en a un maintenant parce que la Constitution de 1958
l'a introduit. Alors, je voudrais quand même qu'on voit le débat sur un autre angle, peut-être plus sur la réforme juridique dans sa généralité. De quelle manière, Nelly, vous voyez cette réforme ? Il faut absolument faire cette réforme juridique. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelques mois qui donnait le résultat suivant. Environ 70% de la population israélienne n'a plus confiance dans le système juridique. Donc ça veut bien dire que nous sommes dans une crise sans précédent. Et qu'il faut absolument changer cette pseudo-élite qui pense savoir mieux que le peuple, qui s'autonome, puisque vous savez que la commission qui nomme les juges donne un droit de veto finalement aux juges de la Cour suprême, et c'est eux finalement qui décident qui peut être entré dans le sacro-saint. Bien si, il y a droit de veto, c'est vrai, oui. Mais les juges sont nommés par un accord entre tout le monde doit se mettre d'accord. Oui, mais donc sans l'accord des juges, Oui, il n'y a pas de. Pourquoi pas ? Parce que c'est justement un système autocratique où finalement ils s'autonoment et que cette vision activiste d'extrême gauche continue de se perpétuer au sein de la Cour suprême, et que donc elle ne représente pas le peuple dans toutes ces Écoutez, madame, différentes... est-ce que vous connaissez des juges à la Cour suprême ? Dire que nos juges sont d'extrême gauche, c'est une plaisanterie. Je les connais tous, personnellement. Certains ont été mes étudiants. Alors, il n'y en a aucun qui soit, pas seulement d'extrême gauche, mais de gauche. Simplement, c'est la théorie libérale, moderne, mais c'est pas la gauche. On voit à quel point, de manière arbitraire, la Cour suprême répond à toutes les demandes des organismes d'extrême gauche, comme par exemple la décision de détruire les habitations de Netiv Avot sous prétexte qu'une association aurait trouvé un arabe qui aurait planté 2 petites graines quelques années auparavant, et pour cela donc on détruit une maison juive et on expulse les familles. Donc les décisions par exemple de ne pas détruire les maisons des terroristes. Le problème aussi de cette cour, non, il y a eu aussi des décisions de la Cour suprême. Non, la Cour suprême n'a pas autorité pour s'immiscer dans les décisions politiques du gouvernement. Il y a aussi un gros problème. Que je voudrais que vous, à une question à laquelle vous répondez. Est-ce que la Cour suprême peut s'immiscer comme elle le fait aujourd'hui dans les affaires du gouvernement ? Alors écoutez, d'abord je voudrais dire que détruire une maison d'un terroriste arabe, oui, ça n'est pas une décision politique, hein. C'est une décision juridique. C'est absolument pas une décision politique. Parce que c'est une atteinte au droit de propriété. Mais l'atteinte au droit de la vie, monsieur Klein. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites du droit de la vie des Juifs ? Oui. Écoutez, je crois que... Et de la force de dissuasion de notre gouvernement face au terrorisme arabe. Oui. Écoutez, je voudrais vous dire peut-être ceci et aller un tout petit peu dans votre sens, mais légèrement, n'est-ce pas ? Il y a... je vais vous donner un exemple. En 1950... il y a une crise gouvernementale, la première en Israël. M. Ben Gurion démissionne et le président, Chaim Weizmann, commence ses consultations d'usage. Voilà. Et au terme des consultations, il écrit une lettre au président de la Knesset. Il dit, écoutez, personne ne peut former un gouvernement, sauf Ben Gurion, mais lui, il ne veut pas. Et donc, voilà. Ça veut dire, dissolvez-vous, faites une dissolution, n'est-ce pas ? Et... il y a un député qui va à la Cour suprême, et cet arrêt a un nom extraordinaire, je suis sûr. Vous l'avez peut-être appris, ou vous l'avez oublié. Jabotinsky neged Weizmann. Jabotinsky, c'est le fils de Weizmann, n'est-ce pas, qui était député de Jabotinsky, du grand Jabotinsky. Son fils était député à la Knesset, à la première, et il attaque Chaim Weizmann, premier président, en disant, écoutez, ça veut dire Ben Gurion ne veut pas former un gouvernement, il y a 119 autres députés. Et la Cour suprême, à ce moment-là, a dit oui. C'est une décision politique, nous n'intervenons pas. Et donc c'est ce qu'on appelle la justiciability, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la Cour suprême n'intervient pas en matière politique. Ça a bien changé depuis. Oui, ça a changé. J'ai dit que j'allais un tout petit peu dans votre sens. Et effectivement, il y a encore des choses politiques, mais Barak et les autres ont beaucoup réduit le terrain. Et peut-être, je suis peut-être même prêt à aller dans votre sens, un peu trop. Légèrement, je suis prêt à le dire. Oui, oui, mais pour le reste,
c'est une chose. Le contrôle de constitutionnalité des lois est une chose qui existe dans pratiquement Mais encore une fois, tout nous le monde. n'avons pas de constitution. Si, c'est là que le bas blesse, nous monsieur avons Klein. décidé que les lois fondamentales... Personne n'a décidé. Non. D'abord... La Cour a décidé que les Non, lois... Nous avons des lois Mais fondamentales. justement, ce manque de constitution, c'est il y peut-être a des le lois problème. fondamentales et il s'agit de décider quel est leur statut. Alors voilà, il y a une discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à la fin de cette discussion, c'est la Cour qui décide. Qui décide? C'est pas la Knesset qui va décider. Et donc, voilà. Si, parce que ça, c'est l'essence même de la démocratie. Alors, Dans une démocratie, nous avons 3 pouvoirs. Il y a effectivement des check and balances entre les 3 pouvoirs, mais le dernier mot doit être celui du peuple, parce que c'est l'essence même de la démocratie. Oui, mais à quelle majorité? Parce qu'il s'agit ici d'un pouvoir spécial, et la majorité de 61 n'est pas une majorité suffisante. Alors, je voudrais vous poser Lorsque quand même des une lois question. fondamentales que vous considérez comme la Constitution d'Israël sont acceptées à hauteur de 30 députés, Oui. là, ça vous donne le droit de Je donner vous la réponds possibilité là-dessus. C'est une aux question juges très d'annuler théorique. les lois. Je voudrais juste vous poser une question parce qu'on doit terminer dans quelques minutes. Est-ce que Nili a parlé de ce manque de confiance du public israélien dans le système juridique israélien? Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a place à une réforme de ce système juridique? Très légère, oui. Mais alors, à propos, vous voyez, à propos du manque de confiance, voilà. Si vous imaginez, c'est un peu comme les Juifs au Moyen-Âge. Hein. Vous voyez un Juif, tout le monde lui lance des choses sales à la figure, et à la fin, on lui dit « t'es vraiment un sale Juif », n'est-ce pas? Alors, tout le monde a critiqué la cour, la droite, les religieux, les Haredim, ont dégoûté un peu le peuple de la cour. Alors après, on s'étonne. Ouvre les yeux. Ils ont ouvert les yeux sur les méfaits de la cour. Oui, d'accord. Oui. Alors ensuite, on s'étonne de ce qu'il y ait une baisse. Alors je vais vous dire même une chose, nous sommes fiers, en tout cas je suis fier, moi, de cette Cour suprême et de notre système juridique. Maintenant, je voudrais que vous n'oubliez pas une autre chose. Oui. Contrairement à beaucoup d'autres pays, notre Cour suprême, elle est Cour supérieure en matière d'appel définitif pour les questions civiles, les questions pénales, etc. Et vous savez qu'elle examine 22 000 cas par an à peu près actuellement. Eh bien, il n'y a qu'une dizaine de cas qui sont des cas de loi. Donc il faudrait peut-être, et c'est une chose qu'on peut envisager, avoir comme en France, une cour spéciale de 10 ou 9 personnes juste pour ces questions-là, où les parlementaires participeraient d'une manière ou d'une autre. Mais avec la cour que nous avons actuellement, qui s'occupe... parce que si j'ai un problème avec la mairie, je vais au Bagatz, n'est-ce pas? Et c'est une question administrative. Je ne veux pas que là, il y ait de la politique. 1 minute pour conclure, Nili. Juste le fait que les juges doivent également obéir aux lois si ce qu'ils demandent des citoyens, c'est de respecter la loi. Et la loi ne leur permet pas d'annuler ni une loi normale, ni une loi fondamentale. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques mois, la Cour suprême a décidé qu'il pourrait éventuellement annuler, par exemple, la loi fondamentale sur l'État-nation. C'est-à-dire que le peuple elle ne l'a pas fait. Oui, mais elle a aussi posé les jalons pour la possibilité dans le futur de le faire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut mettre fin à cet activisme, redonner le pouvoir au peuple, à la Knesset. Très bien. On n'est pas arrivé à un accord en tout cas, mais je suppose que c'est un débat qui va continuer dans les semaines et dans les mois à venir, surtout avec la constitution de ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup en tout cas au professeur Claude Klein. Merci Nili d'avoir participé à ce débat.